Alors, commençons donc cette séance et en ce qui concerne les études de sciences politiques donc en France. Lorsque l'on est dans les sciences politiques en France, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'abord, il s'agit essentiellement d'un match, je dirais, entre les instituts d'études politiques et l'université. En effet, il existe quelques écoles hors contrat, quelques écoles privées qui proposent des cursus de sciences politiques, mais elles sont relativement rares, très clairement, à ce niveau-là. Lorsque je dis qu'il s'agit essentiellement d'un match entre les études en IEP, Institut d'études politiques, et l'université, je vais, durant cette conférence, vous présenter à la fois évidemment les différents cursus qui existent dans ces universités de manière très brève, puisque n'oublions pas que nous n'avons qu'un temps limité. Et surtout, je rappellerai aussi, puisque ça intéresse essentiellement des jeunes qui sont post-bac, les critères pour intégrer ces différents cursus. Donc, en ce qui concerne ces écoles, donc très clairement, et les choix qui existent dans les universités, euh, il faut savoir qu'il existe en France 10 instituts d'études politiques, un à Paris et 9 en province. La première erreur qu'il ne faut pas faire, et qui est souvent une erreur qui est faite par beaucoup de personnes, c'est d'oublier qu'en ce qui concerne l'Institut d'études politiques de Paris, il existe, en ce qui concerne l'Institut d'études politiques de Paris, des antennes, une antenne évidemment à Paris, rue Saint-Guillaume, mais aussi des antennes totalement délocalisées. Et ces antennes délocalisées proposent généralement des cursus comment dire, en langues étrangères, mais aussi bien entendu des doubles cursus sur lesquels je serai amené à dire quelques mots tout à l'heure. Donc, en ce qui concerne les cursus donc, dans les études en sciences politiques, je vais maintenant détailler, bien entendu, les différents moyens d'intégrer ces instituts. Et notamment, on va commencer par l'Institut d'études politiques de Paris. Vous savez que depuis l'année dernière, l'Institut d'études politiques de Paris a intégré de nouvelles formes pour rentrer dans cet établissement. Et ces nouvelles formes sont que le fameux test, l'examen, comme ils appelaient cela, qui était un examen donc, qui avait lieu grosso modo au niveau des vacances de février. Cet examen a disparu et maintenant ce sera un dossier. Et ce dossier, c'est une nouveauté cette année, sera à remplir sur Parcoursup, sur la plateforme d'études supérieures post-baccalauréat, qui est la plateforme donc Parcoursup, pour les élèves, bien entendu, qui préparent un baccalauréat français. En ce qui concerne des jeunes qui éventuellement seraient en ligne là et qui sont scolarisés dans un établissement étranger, je ne parle pas d'un établissement français à l'étranger, je parle bien d'un établissement étranger, c'est-à-dire préparant un cursus secondaire britannique, par exemple. À ce moment-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le dossier sera à remplir directement sur le site de Sciences Po. Donc, deux possibilités. Soit on étudie et on passe un baccalauréat français, que ce soit un baccalauréat français en France ou un baccalauréat français préparé dans un établissement à l'étranger. Dans tous les cas, ce sera donc une présentation et une préparation et un dossier à faire sur Parcoursup. 4 étapes donc seront à faire en ce qui concerne Sciences Po Paris. Première étape, les notes obtenues aux épreuves du baccalauréat, ce que l'on appelle les épreuves anticipées. Donc, de fait, les épreuves qui auront été passées à la fin de l'année de première ou durant l'année de première. Donc, je pense ici notamment, comme je l'ai indiqué dans ce petit slide, le français à l'écrit, le français à l'oral, l'enseignement de spécialité qui est abandonné à la fin de la première. Je vous rappelle qu'à ce niveau-là, les jeunes ont aujourd'hui 3 spécialités à choisir en première et n'en gardent que 2 en terminale. Eh bien, cette spécialité est donc, en ce qui concerne l'établissement, enfin les jeunes donc en première, cette spécialité est passée donc en première. Et puis, il y a aussi l'histoire-géographie, les épreuves de langue, langue vivante A, langue vivante B, et l'enseignement scientifique. Ces notes obtenues donc, feront partie d'abord de la première étape pour évaluer le dossier du jeune. Ensuite, il y aura une deuxième étape, toujours pour Sciences Po Paris,
Cette deuxième étape, ce sera la performance académique et ce qu'on appelle la trajectoire du candidat. Il s'agit ici, et c'est une chose évidemment très importante, il s'agit ici des bulletins trimestriels de seconde, de première et de terminale. Alors, comme on est sur Parcoursup, au niveau de la terminale, ce seront les 2 premiers trimestres de terminale qui seront intégrés. Ici, souvent une inquiétude de la part des jeunes concernant Sciences Po Paris, c'est de savoir est-ce que ce que j'ai fait en seconde va être rédhibitoire. J'ai parfois dû me réveiller un petit peu tard, j'ai parfois fait une petite crise d'adolescence en seconde. Évidemment, c'est très important de noter ici que ce qui est important, c'est la trajectoire du candidat. Donc, à la fois ses performances académiques, bien entendu, mais aussi son évolution. Et donc, si on a des bulletins de seconde qui sont moyens plus, par exemple, mais avec un élève qui se réveille en première ou en terminale, évidemment, dans ce cas-là, le problème ne se posera pas et son dossier sera tout à fait admissible et tout à fait, en tout cas, étudié. En ce qui concerne les élèves qui passent un diplôme étranger, donc là, attention, c'est encore une fois les bulletins scolaires obtenus dans l'enseignement secondaire propre à chaque cursus, si c'est un cursus britannique, si c'est un cursus américain, etc. On s'intéresse aux diplômes donc, et aux bulletins scolaires de l'enseignement secondaire. Donc ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, les écrits personnels. Alors évidemment, là, c'est très important. C'est très important parce que le jeune enfant va pouvoir parler de lui, c'est-à-dire d'abord son parcours personnel, c'est-à-dire qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qu'il a fait déjà, des expériences ou des stages dans le domaine humanitaire, dans le domaine professionnel. Il a pu faire des stages en fin de troisième, en fin de seconde. Il a aussi des pratiques artistiques, il joue d'un instrument de musique. Autant d'éléments qui vont permettre de mettre en évidence sa personnalité et donc permettre à l'établissement d'appréhender sa personnalité et de voir ce que ce jeune a ou peut apporter. Et là, il faut bien comprendre qu'un établissement, c'est vrai pour Sciences Po Paris, mais c'est vrai pour tous les Sciences Po, et c'est vrai d'ailleurs au-delà pour tous les établissements, quels qu'ils soient, il faut bien reconnaître que l'idée n'est pas de dire qu'est-ce que l'établissement attend de moi, c'est plutôt qu'est-ce que moi je vais apporter à l'établissement. Et donc, il faut surtout ne pas se dire quelles sont les réponses qui vont être accessibles et acceptées, mais il faut plutôt être dans la logique de se présenter tel qu'on est. En fait, il faut vérifier s'il y a une adéquation entre le jeune et l'établissement, et réciproquement entre l'établissement et le jeune. Petit point très important, ici on parle souvent d'expérience ou de stage humanitaire. Attention, ce terme a souvent été galvaudé et on imagine un stage humanitaire à l'étranger où on va pendant des semaines d'été, hors période de confinement bien entendu ou de Covid, mais on va monter des écoles pour les jeunes locaux, etc., etc. Non, ce n'est pas ce que l'on demande là-dedans. Sinon, ce serait évidemment un petit peu discriminatoire, pour ne pas dire très discriminatoire. Ce que l'on demande, c'est l'engagement personnel du jeune. C'est-à-dire qu'on peut très bien travailler dans l'humanitaire en faisant partie d'une association juste à côté de chez soi, association pour laquelle on va aider, par exemple, les personnes âgées de son quartier, où on va faire des maraudes et distribuer des repas aux plus démunis, aux plus défavorisés, aux sans domicile fixe, etc. C'est cela aussi l'humanitaire, et on oublie souvent que cet aspect-là est très recherché et très important. Donc, pas besoin d'aller chercher à l'étranger, surtout encore une fois en période de Covid, pas besoin d'aller chercher à l'étranger des reconnaissances d'un parcours humanitaire. Au niveau des pratiques artistiques, évidemment, quelqu'un qui joue d'un instrument de musique depuis très longtemps, ou qui pratique de la danse depuis très longtemps, ou qui fait du théâtre, tout cela, ce sont des éléments qui vont permettre de montrer le trait de personnalité de ce jeune. Le deuxième élément dans les écrits personnels, ce sont les motivations personnelles, aussi ce qu'on appelle et le projet intellectuel. Là, c'est de comprendre pourquoi vous voulez faire Sciences Po. En fait, qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous recherchez? Là, on vous demande de connaître Sciences Po. Quelles sont les matières? Quels sont les masters qu'il va y avoir? Quels sont les débouchés qu'il peut y avoir? Donc, quel programme va vous intéresser? Quelle finalité? Ce que vous voulez en faire? Qu'est-ce que vous voulez devenir ensuite? Autant d'éléments donc qui seront évidemment très importants. En revanche, attention, bien entendu, on n'attend pas de vous que vous ayez déjà un projet personnel extraordinairement précis et présent et que, de fait, aujourd'hui, vous soyez que dans une logique. On attend plutôt de vous que vous vous projetiez sur l'avenir et donc de savoir un petit peu ce que vous avez envie de faire. Ce qui, évidemment, fait que malgré tout, vous aurez tout à fait le droit de changer d'avis en cas de besoin.
Et enfin, troisièmement, un essai personnel de 3000 signes, donc normalement espace compris. Et là, il y aura une thématique qui vous sera proposée. Donc, il faudra voir la thématique qui sera proposée à ce moment-là, sur laquelle on vous demandera d'intervenir. Donc, le but, encore une fois, est toujours dans ce genre de situation de mieux vous connaître et de mieux appréhender le jeune ou la jeune que vous êtes. Ensuite, étape 4, si votre dossier a passé les 3 premières étapes, et je bien dis si, vous serez en fait ce qu'on appelle régulièrement pour de grandes écoles, par exemple, l'admissibilité. Vous êtes admissible. Mais être admissible ne veut pas dire être admis. Et donc, à ce moment-là, vous allez devoir passer un oral, un entretien de 30 minutes, donc qui sera prévu en visioconférence avec un jury de 2 personnes, avec un professeur de Sciences Po, par exemple, puis une personne autre, etc. Et là, cet oral, donc de 30 minutes, se divisera en 3 parties. Présentation, le candidat se présentera. Commentaire, analyse d'une image choisie. On lui en proposera 2 et il devra choisir celle qu'il veut commenter et analyser. Et puis évidemment, après, on s'en doute bien, un échange libre avec l'examinateur. Chacune de ces étapes sera notée, comme je l'ai indiqué précédemment, sur 20 points. Et donc, ça veut dire que pour être admis, il faudra bien entendu avoir la meilleure possible, mais n'oublions pas que le nombre de places est limité. Donc, le fait d'avoir plus de 10 ne veut pas dire que vous êtes admis. Tout dépendra évidemment du classement que vous aurez, du nombre de places ouvertes, etc. Là, ici, très important, j'ai parlé, bien entendu, et je termine sur l'IEP de Paris, j'ai parlé, bien entendu, ici, de la procédure pour classique, celle qui sera sur Parcoursup, dans laquelle on postulera pour le collège de Paris, hein, intramuros. On pourra aussi, ce sera donc un vœu sur Parcoursup, et on pourra mettre 2 sous-vœux qui seront donc possibles avec les cursus, notamment, qui sont sur les sites délocalisés. En revanche, attention, il existe à Sciences Po Paris, il existe des cursus, ce qu'on appelle des doubles cursus, c'est-à-dire des cursus qui sont organisés en collaboration avec une université, que ce soit une université française ou que ce soit une université à l'étranger. Dans ce cas-là, il y aura 2 possibilités. Soit le diplôme dépend de Sciences Po Paris et tout ce que je viens de dire restera bien entendu tout à fait valable, ou alors ça sera un cursus qui sera en quelque sorte dirigé, mis en place par l'université partenaire, qu'elle soit à l'étranger ou en France. Et dans ce cas-là, il faudra faire une inscription directement sur le site de l'université considérée. Et donc, ça veut dire notamment, attention, que si on est sur une université partenaire avec l'étranger, par exemple, si on est intéressé par un double cursus avec le site délocalisé à Reims, donc avec les filières anglo-saxonnes, par exemple, attention, si on est en partenariat avec une université britannique, les dates pour les universités britanniques sont évidemment pas les mêmes que nous, puisque Parcoursup, grosso modo, ce sera 15 janvier, mi-janvier, mi-mars. Dans le cas des universités britanniques, les dossiers sont à rendre avant mi-janvier. Et donc, attention de ne pas rater les dates et de bien s'intéresser directement sur les sites concernés, les dates qui sont requises et qui sont indiquées. Voilà, pour avoir fait un tour assez complet de l'IEP de Paris, c'est le plus compliqué honnêtement, et on va voir maintenant les IEP de province. Alors, les IEP de province, vous avez d'abord les IEP, 7 IEP, celui d'Aix, Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg, Toulouse et Saint-Germain-en-Laye, à côté de Paris, donc qui proposent un concours commun, concours qui est prévu pour l'instant le 24 avril 2021. Ce concours, pour l'instant, est prévu. Les annonces récentes, évidemment, laissent un petit peu un doute sur les possibilités qui pourront exister concernant la tenue de ce concours. Pour l'instant, en tout cas, il est prévu le 24 avril. Attention, pour les IEP de province, comme dans le cas de Paris, on est sur Parcoursup. Donc, ça veut dire qu'il faudra remplir un dossier sur Parcoursup. Or, n'oublions pas que dès qu'on est sur cette plateforme d'enseignement supérieur, il y a un certain nombre de documents qui sont intégrés, les 3 bulletins de première, les 2 premiers trimestres de terminale, les résultats des épreuves anticipées, c'est-à-dire celles qui ont été passées durant la classe de première. Et puis, n'oublions pas aussi qu'il y a cette fameuse fiche à venir, donc au-delà des bulletins trimestriels, il y a cette fameuse fiche à venir, c'est-à-dire document qui est rentré et rempli par les professeurs, par l'établissement, par le chef d'établissement de terminale, qui va donc donner des avis sur chacun des vœux. Donc,
Quand je dis qu'il y a un concours pour les 7 IEP en question, ça n'empêche pas qu'il y a ce dossier sur Parcoursup et que donc l'inscription se fait à Parcoursup et donc les établissements ont bien entendu accès à ces différents éléments. En ce qui concerne l'IEP de Bordeaux, ce sera un dossier, là aussi Parcoursup, puis entretien oral, toujours pareil, admissibilité, admission. Donc entretien oral si le dossier est retenu. Si le dossier n'est pas retenu, bien entendu, dans ce cas-là, il n'y aura pas d'entretien oral. Et puis enfin un dernier, l'IEP de Grenoble, et à l'heure où je vous parle, j'ai vérifié d'ailleurs juste avant le début de cette petite conférence, la date du concours à ce jour n'est pas connue, n'a pas encore été mise en ligne. L'année dernière, sachez que le concours avait eu lieu approximativement au mi-avril, donc on est toujours à peu près sur les mêmes dates. Donc, vous voyez qu'en ce qui concerne les IEP de province, Parcoursup, toujours comme Paris, Parcoursup, et ensuite des modalités qui peuvent être propres, donc soit un concours pour les 7 qui se sont regroupés, soit un dossier puis entretien pour Bordeaux, soit un concours plus dossier plus concours, bien entendu toujours, dans le cas de Grenoble. Ensuite, il existe évidemment des parcours universitaires. Alors, les parcours universitaires sont un petit peu particuliers dans la mesure où il faut savoir qu'il y a très peu finalement en France de parcours proposés en première année de licence, en L1 comme on dit, de sciences politiques, car un certain nombre ne sont accessibles qu'à partir de la 2e année ou de la 3e, donc en L2 ou en L3, 2e ou 3e année de licence. Ceci n'est pas grave dans la mesure où ce qu'il faut savoir aussi, c'est que globalement, quand vous regardez dans les différentes universités, vous vous apercevez qu'il y a plus de masters liés aux sciences politiques que de licences de sciences politiques. Ça veut donc dire qu'on peut rejoindre un cursus de sciences politiques en ayant fait autre chose avant, notamment pendant les 3 années de licence. Et on peut normalement donc commencer par une licence d'histoire, une licence de sciences politiques, ou bien alors commencer par ce que l'on appelle des doubles licences ou des bicursus. Double licence, par exemple, droit sciences politiques, ce qui fait qu'au bout de 3 années de licence, vous avez une licence de droit et une licence de sciences politiques. Après, des passerelles existent, c'est l'avantage du système LMD, licence master doctorat, qui est propre aux études supérieures en France, qui permet au bout de 3 ans donc d'avoir des passerelles vers des cursus qui peuvent vous intéresser. Donc, je résume dans le cas des universités. Peu d'universités en France proposent des licences de sciences politiques, encore une fois une quinzaine, sur le nombre de filières, c'est quand même relativement peu, mais il faudra savoir qu'en master, il y aura plus de choix, plus de possibilités, et puis n'oublions pas qu'un certain nombre d'IEP peuvent être aussi rejoints en étant passés par une licence universitaire, et donc rejoindre Sciences Po, Paris par exemple, en master, où il y a aussi des entrées en 4e année, donc pour les deux dernières années, master 1, master 2. Ensuite, entre les deux, les choix. Déjà, il faut bien le reconnaître, plus d'encadrement, bien entendu, beaucoup plus d'encadrement dans les IEP que dans les universités. C'est propre à la première année universitaire, on la connaît, il y a d'autres conférences sur cet aspect-là, donc je ne vais pas développer, mais il faut savoir qu'en université, il faut être très autonome, très organisé, car on est beaucoup moins encadré avec des cours, par exemple en amphi, dont la présence n'est pas obligatoire. Au-delà de cet aspect purement technique, un deuxième aspect évidemment très important, c'est les différences d'approche. On est dans une approche pluridisciplinaire en université, avec les matières que vous pouvez voir sur le slide, donc philosophie, sociologie, droit, histoire, mais aussi fonctionnement d'un sondage, comment on étudie, comment fonctionne un sondage, la méthodologie, comment on fait un questionnaire, etc. Chose que l'on n'aura pas dans les IEP, qui sera plutôt centrée sur des matières comme l'économie, le droit, la sociologie. En revanche, peu ou pas de philosophie ni de littérature. On est vraiment centré sur les matières, encore une fois, comme celles que j'ai indiquées. Donc, vous voyez, je dirais un petit peu une approche beaucoup plus disciplinaire en université et plus ciblée en IEP. Le fait que ce soit plus disciplinaire en université explique aussi pourquoi, je disais tout à l'heure, qu'on pouvait intégrer les études de sciences politiques après 2 années ou 3 années de licence. Les différents masters en sciences politiques, en IEP et en université. Alors là, il me faudrait non pas une conférence d'une demi-heure, mais il me faudrait des heures et des heures de conférences pour pouvoir répondre
à cette question et traiter cet élément-là. Soyons très clairs, il en existe de très nombreux, et vous allez voir après, je vous donnerai quelques chiffres là-dessus très rapidement. Il en existe de très nombreux. Il faut savoir donc qu'on a des masters en sciences politiques, en histoire, en administration publique, qui sont évidemment accessibles en IEP, politique publique. Juste une petite remarque sur Sciences Po Paris. Dans le cas de Sciences Po Paris, évidemment, le master évidemment politique publique ou affaires publiques selon les IEP, évidemment, ce sont des choses qui sont très intéressantes pour les grands concours nationaux, le Quai d'Orsay par exemple pour la diplomatie ou les concours comme pour rentrer dans les différentes activités de la fonction publique, ce qu'on appelle la haute fonction publique d'État. Et puis, vous avez aussi des cursus, évidemment, tournés vers l'international avec des affaires internationales, du droit, du management, etc. En ce qui concerne donc les cursus, il faut savoir que on a en tout plus de 100 spécialités en master. Donc, vous voyez, vous comprenez pourquoi je ne suis pas trop élaboré, pas trop développé là-dessus. Une vingtaine de masters à Bordeaux, une vingtaine aussi à Grenoble. En tout, près de 200 masters environ sont accessibles avec des intitulés différents, des spécialisations différentes. D'ailleurs, ça me permet de dire, n'oublions pas que quand on fait des études de sciences politiques, généralement, c'est pour faire quelque chose d'autre après. Donc, généralement, on va doubler ou doublonner avec un autre élément derrière. Un autre élément d'étude, bien entendu, une autre année d'études. Et enfin, pour terminer sur les différentes possibilités, il existe aussi d'autres formations dans des écoles privées. J'en ai sorti 3, essentiellement les plus connus, la HEIP. Donc, c'est hors Parcoursup à chaque fois, notamment pour les 2 premières qui recrutent dans le niveau post-baccalauréat, donc juste après la terminale. Donc, sur dossier et concours, il y en a plusieurs par an pour HEIP. Pour l'ILERI, il y en a un qui est prévu pour l'instant le 14 janvier 2021 pour le campus de Paris et pour le campus de Lyon au mois de février. Je vous ai indiqué la date ici sur cette diapositive. Et puis, il y en a une 3e école qu'il faut connaître, c'est l'ISMAP, mais elle ne recrute qu'après 2 années post-bac validées, c'est-à-dire que généralement, même après 2 années de classe préparatoire économique ou littéraire, ce qu'on appelle BL par exemple, littéraire, ce sont des recrutements donc, sur concours après 2 années. Donc voilà les 3 plus connus et en tout cas les 3 plus reconnus au-delà d'être connus. Quel parcours choisir entre tous ceux que l'on vient de voir? Celui dans lequel les élèves et les jeunes réussiront le mieux. Il n'y en a pas un bon ou un mauvais, il y a celui où on réussit, celui où on ne réussit pas. Donc, comme dans toutes les études de supérieures au bac, au baccalauréat, il faut bien savoir que l'important, ce n'est pas où l'on rentre, c'est d'où l'on sort. Donc, si je peux réintégrer le master qui m'intéresse et qui me permet le débouché qui m'intéresse derrière, quel que soit le parcours que j'aurais suivi auparavant, à partir du moment où j'ai excellé, j'y accéderai. Et donc, il faut bien avoir en tête qu'il faut élaborer une stratégie avec les résultats scolaires, la motivation, le tempérament du jeune, ses objectifs. Ce sont des éléments qui sont à prendre en compte en termes de stratégie d'études supérieures, pas propres d'ailleurs aux études de sciences politiques. Et enfin, je terminerai par 2 conseils. Le premier, qui est une citation très célèbre de Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. J'insiste beaucoup sur cette phrase à laquelle je crois totalement. Je constate, puisque c'est mon métier dans mon cabinet, que très souvent, nous avons des jeunes qui vont faire de l'autocensure. C'est-à-dire, ils ne vont pas faire parce que de toute façon, je n'y arriverai jamais ou je ne le prendrai jamais. Ce n'est pas ce type de raisonnement qu'il faut avoir. Ce n'est pas à vous de décider si vous êtes capable de le faire ou pas. C'est à l'établissement qui vous recrute. Donc, à partir du moment où vous avez un dossier tout à fait satisfaisant, que votre équipe pédagogique vous soutient dans un projet, ce n'est pas à vous de dire « je n'ai pas les moyens » ou « je n'ai pas les capacités ». Ce sera à l'établissement d'accueil de décider si tel est le cas ou pas. Et enfin, une deuxième citation qui est beaucoup moins connue évidemment parce que c'est une citation de moi, donc en toute humilité, mais j'y tiens aussi beaucoup. Il faut vivre ses envies pour ne pas vivre de ses regrets. Ça rejoint tout à fait la première citation de Mark Twain. Faites des choix qui sont des choix qui correspondent à ce que vous avez envie de faire. Lancez-vous, battez-vous. C'est une question de travail, c'est une question de motivation, c'est une question de volonté, mais c'est comme cela que l'on peut réussir. Donc voilà, j'ai terminé cette petite présentation et ces différents slides.
Tous vos micros sont coupés, mais bien entendu, s'il y a des questions pendant les quelques minutes qui nous restent, je suis prêt évidemment à y répondre. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez envie. Et comme je dis généralement, la plus difficile, c'est toujours la première. Bonjour. Bonjour. J'ai une question. Peut-on passer le concours à partir de l'étranger, sachant qu'on vit à l'étranger et donc il est impossible aujourd'hui de se déplacer avec la situation actuelle? Alors, en ce qui concerne, tout dépend de quels IEP on parle. Si on parle de l'IEP de Paris, je rappelle qu'il n'y a plus de concours. Donc, l'IEP de Paris n'a pas de concours, c'est entièrement sur dossier. Et si votre enfant est scolarisé dans un lycée français de l'étranger, il est sur Parcoursup comme tous les élèves qui passent un baccalauréat français. En ce qui concerne les autres IEP, notamment les IEP de province, il est évident que la période actuelle complique beaucoup les choses et que si je m'en réfère à ce qui était les années précédentes, on est passé en fait, enfin l'année précédente, tout simplement l'année dernière, soyons très clairs, on est passé en fait de concours à études de dossier. Donc en fait, dans ce cas-là, il n'y a pas de concours, c'est une étude du dossier. Parfait, merci. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. J'aurais aimé savoir s'il existait des prépas à Nantes pour se préparer au concours de Sciences Po. Alors, Sciences Po Paris ou les Sciences Po de province? Les deux. Les deux. Alors, il existe toujours des préparations. Je serais juste un tout petit peu plus précis et prudent, encore une fois, dans le cas de Sciences Po Paris, dans lequel, j'insiste, il n'y a plus de concours. Donc, se lancer dans une préparation pour Sciences Po Paris, où d'abord, il faut passer les 3 premières étapes du dossier, me semblerait un petit peu… Alors après, on peut avoir des établissements qui vous proposent une aide dans la rédaction de la lettre de motivation, etc. Mais vous voyez, ce n'est pas une préparation en tant que telle. Donc ça, c'est la première remarque. En ce qui concerne les IUP de province, oui, il y a des préparations. Je rappelle aussi, d'ailleurs, de plus en plus, et la période Covid le fait, que vous avez de plus en plus de préparations en ligne, c'est-à-dire en non présentiel. Donc, et j'anticipe une question qui m'est régulièrement posée suite à celle que vous venez de me poser. Est-ce qu'il y en a des moins bonnes ou des meilleures? Honnêtement, il y a celle qui vous convient et celle qui ne vous convient pas. Il n'y en a pas des nullissimes et il n'y en a pas des excellentissimes, pour simplifier. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé de Reims, je sais qu'il y a aussi Lille. Je voulais savoir si vous connaissiez d'autres IEP qui proposent un double diplôme avec des universités britanniques. Ah oui, tout à fait. Alors là, j'ai parlé de Reims, il y a aussi Lille, bien entendu. Il y a quasiment tous les IEP aujourd'hui, à un moment, un moment ou un autre, proposent des doubles cursus ou des échanges avec des universités partenaires à l'étranger, notamment dans les pays anglo-saxons. Juste une petite précision, attention quand même à bien distinguer ce que l'on appelle un double cursus d'un échange. Donc, quasiment tous les IEP, même je vous dirais toutes les universités aujourd'hui, ont des échanges avec des universités à l'étranger. Mais ça veut dire qu'en fait, on est quasiment dans une logique un petit peu Erasmus, si vous voulez. Donc, on passe un semestre à l'étranger et puis on revient en France et le semestre à l'étranger valide l'année en France. En revanche, en ce qui concerne les doubles cursus au sens strict avec des universités partenaires, l'essentiel se fait plutôt à partir d'un master. Donc, ça nous laisse un petit peu, je dirais, de temps là-dessus, hormis les cas que j'ai précisés. Mais après, je sais par exemple que d'autres IEP avaient ce type de cursus aussi. Mais je ne m'avance pas trop là-dessus pour une raison très simple, c'est compte tenu de la période actuelle de Covid, les choses évoluent beaucoup. Et j'insisterai aussi sur un dernier point concernant les pays anglo-saxons, notamment britanniques, que le Brexit laisse quand même une petite zone d'inquiétude ou d'interrogation qui fait qu'aujourd'hui, on est quand même dans une période un petit peu incertaine à ce niveau-là. On en saura plus, honnêtement, en début d'année 2021. D'accord, merci. Est-ce que vous savez par hasard si le système de dossier qui est fait sur Parcoursup est une chose, mais si on passe par le CAS, qui est l'équivalent britannique, est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est
plus facile, entre guillemets, à savoir Alors, moins exigeant, je ne sais pas. Oui, c'est différent, hein, pour une raison très très simple. C'est comme je l'ai dit, Parcoursup dit automatiquement bulletin trimestriel. UCAS dit pas de bulletin trimestriel, que les notes officiellement obtenues. Donc, note du brevet, par exemple, ça peut être mis, ou note des épreuves anticipées obtenues en fin de première. Ensuite, ce sont des prévisions de notes qu'il y a de la part des enseignants, donc, qui vont dire, nous, on pense que si on est dans spécialité économie, sciences économiques et sociales, moi, je pense que tel élève va avoir 18 au baccalauréat. Et ensuite, c'est un essai donc, de 47 lignes, 4000 signes, le premier atteint, et puis une lettre de recommandation d'un professeur ou de responsable d'établissement. Donc, en fait, la principale différence, comme vous pouvez voir, c'est que dans le cas français, on est toujours avec les bulletins trimestriels. Dans le cas britannique, je dis bien britannique, hein, pour le coup, Oui, oui. on n'est que sur des prévisions de notes ou des notes déjà officiellement obtenues. Il n'y a pas de bulletin. D'accord, merci. Bonjour, moi j'ai une question concernant l'admission pour les lycéens des établissements étrangers. J'avais vu, et je ne retrouve la source qu'en 2018, que étaient également concernés par cette voie spéciale les étudiants français, enfin les lycéens français qui avaient obtenu un diplôme étranger. Je pense notamment à l'ABIBAC. Mon fils est en ABIBAC. Est-ce que cela est encore valable ou pas? Parce que je ne trouve plus d'informations au jour d'aujourd'hui. Alors, c'est tout à fait exact. Alors, en ce qui concerne Sciences Po Paris, j'insiste bien, dans le cas de Sciences Po Paris, vous avez deux possibilités en fait. Soit l'élève passe un baccalauréat français. Voilà, nouveau baccalauréat, hein, de cette année. Dans ce cas-là, il est sur Parcoursup avec les bulletins trimestriels, etc. Soit il passe un diplôme considéré comme étranger. L'ABIBAC est un petit peu particulier parce qu'au sens strict du terme, généralement, les élèves peuvent avoir un équivalent français aussi avec celui-ci. Et dans ce cas-là, bien entendu, l'élève, si le diplôme est totalement étranger, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'équivalent des bulletins trimestriels, pour simplifier, à ce moment-là, c'est un dossier à part directement sur le site de Sciences Po Paris. Pour les autres établissements, je dirais que là, il faut quasiment regarder sur chacun des IEP pour avoir l'information plus précise. Ce que vous dites sur l'information de 2018 est tout à fait effectivement importante et les choses vont se clarifier au fur et à mesure, hein, parce que n'oublions pas que les informations, notamment les nouvelles modalités de Sciences Po Paris, sont quand même relativement récentes, hein, sur l'information qu'il y a eu. Elle date d'il y a quelques semaines, hein. Donc, je pense que tout cela devrait se préciser dans les jours et semaines qui viennent. D'accord, je vous remercie. Bonjour. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport au dossier des IEP de Paris, Oui. par rapport aux écrits personnels notamment. Vers quelle date il faudrait commencer à les préparer? Enfin, est-ce qu'on peut les préparer à l'avance ou est-ce qu'il y aura un temps sur Parcoursup pour les envoyer justement? Alors, là, votre question est aussi très importante. Alors, vous pouvez commencer à les travailler avant, bien entendu. Plus tôt vous vous y mettez, mieux c'est, d'une manière générale, pas le faire au dernier moment. Maintenant, il faut être très clair, tout ce qui concerne les dossiers Parcoursup seront à remplir entre mi-janvier et mi-mars. Et en ce qui concerne les documents annexes qui peuvent être rajoutés, comme ceux dont on parle, on aura grosso modo jusqu'à fin mars pour les intégrer au dossier. D'accord? Donc, ce qui veut dire que vous aurez quand même, à partir du moment où il y aura l'ouverture de Parcoursup, c'est-à-dire grosso modo mi-janvier, entre mi-janvier, donc mi-janvier, mi-février, mi-mars, vous aurez 2 mois et demi à peu près pour tout remplir. Maintenant, je pense qu'il vaut mieux commencer à rédiger un certain nombre de choses, à réfléchir à tout cela le plus tôt possible. D'accord, merci. Alors, moi, j'avais une autre petite question. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir abandonné les maths en seconde au profit du géopolitique est un handicap pour rentrer à Sciences Po? Non, ce n'est pas un handicap. Ce qui sera pris en compte, c'est votre dossier global.
Sciences Po est notamment les instituts d'études politiques. Si vous reprenez la petite diapositive que j'ai indiquée tout à l'heure, où j'ai mis les matières, vous remarquerez qu'il n'y a pas de mathématiques, en tout cas pas au début du cursus. Après, il peut y en avoir un petit peu plus tard selon les spécialisations que l'on peut faire, mais pas en début de cursus. Donc là, très clairement, les mathématiques ne sont pas une matière obligatoire. On peut très bien faire Sciences Po sans avoir fait de mathématiques. D'accord. Même si, par exemple, on prend un parcours en double licence avec, par exemple, sciences politiques et puis économie. Alors là, ce sera évidemment plus délicat parce que l'économie, elle, nécessite des mathématiques. D'accord. Donc oui, vous pourrez prendre des doubles cursus, mais ce serait plutôt des doubles cursus. Je pense par exemple à celui de Sciences Po Paris et de Paris 4, aujourd'hui Sorbonne Université, dans lequel on avait par exemple avec des lettres ou avec de la philosophie. Donc là, effectivement, vous pourrez le faire. En revanche, un double cursus comme il y avait avec Paris 1, Panthéon-Sorbonne, où on était sur des maths appliquées aux sciences sociales, par exemple, bon là, évidemment, je serais beaucoup plus réservé pour ne pas dire que c'est impossible si on n'a pas fait de maths. D'accord. Ok, merci. Et pour les études supérieures en économie et en gestion, sachez qu'il y a toujours un haut niveau de maths en France. D'accord, très bien. Donc, qui est difficilement rattrapable en première année. Qui est difficile. Enfin, c'est surtout que ce ne sera pas, votre dossier a peu de chances d'être accepté. Ah oui. Ou alors, il faudrait vraiment que vous ayez, je ne connais pas évidemment votre dossier, mais il faudrait avoir un dossier excellentissime. Mais sans mathématiques, un double cursus avec de l'économie me paraît extrêmement difficile, pour ne pas dire. D'accord. D'accord, merci. Et je vous embête une dernière fois. Est-ce que vous connaissez la qualité de l'IEP de Rennes? Alors, votre question est très difficile parce que des raisons déontologiques m'interdisent de répondre à ce genre de questions. D'accord. Donc, sachez d'une manière générale que, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise école, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise université, de bonne ou de mauvaise filière. Il y a celle où on réussit, celle où on excelle et celle où on n'excelle pas. Restez plutôt sur ce type de raisonnement. Merci. Bonjour, j'avais une question. Oui. En fait, j'ai eu des problèmes de connexion lorsque vous avez dit combien de fois on pouvait rentrer sur Parcoursup pour l'IEP de Paris. Alors, vous aurez un choix. L'IEP de Paris correspondra à un choix et vous aurez le droit à 2 sous-vœux pour ce choix-là. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour. Donc, j'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que si on a pris maths, justement, ça peut être plutôt bien vu, plutôt un avantage, vu que vous avez dit que ce ne serait pas un désavantage? Alors, ce sera un avantage si vous avez d'excellentes notes en maths. D'accord. Et ma deuxième question, ah oui, c'était les doubles diplômes. Qu'est-ce que ça vaut vraiment? Enfin, est-ce qu'il y a vraiment une valeur ajoutée par rapport à, par exemple, à juste, on va dire, le cursus basique? Alors, il y a automatiquement une valeur ajoutée, puisque dès que l'on parle de double diplôme, ça veut dire encore une fois que vous avez 2 diplômes. Donc, ce qui ouvre un petit peu plus large le spectre, notamment en master ou même après, je dirais, en termes de débouchés. En revanche, faut être très, très clair, tout dépend des doubles cursus que vous allez faire. Une question m'était posée il y a quelques minutes sur un double cursus, par exemple, avec de l'économie. Il est certain que sciences politiques plus économie peut laisser imaginer des débouchés liés à l'économie, la macroéconomie, par exemple. Je dis la Banque mondiale, si vous voulez, ça pourrait être assez cohérent. Donc, vous voyez, ça élargit le spectre. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, je le reprécise, on ne fait pas, je veux dire Sciences Po, comme ça j'intègre Sciences Po Paris et les Sciences Po de province, on ne fait pas Sciences Po pour Sciences Po. C'est-à-dire que n'oublions pas qu'avec un master de sciences politiques, généralement, on double avec un deuxième master qui peut permettre donc d'avoir une spécialisation un petit peu différente ou en tout cas d'ouvrir un petit peu plus large. Mais les IEP, encore une fois, un diplôme de Sciences Po, c'est un excellent diplôme, mais généralement, on constate que les personnes le doublent avec un autre master. Ce n'est pas propre à Sciences Po. D'une manière générale, aujourd'hui, avoir 2 masters, c'est-à-dire un premier master en 5 ans, puis un deuxième en 1 an en France ou à l'étranger, bon, c'est toujours évidemment quelque chose de positif. Ok, d'accord. Bonjour, j'avais une autre... Oh, désolée. Enfin, ok, mais du coup, juste, pardon, j'avais une autre question par rapport à ça. Quand vous dites un double master, c'est-à-dire que après, par exemple, avoir fait Sciences Po, faire un master Sciences Po, on peut faire une année, par exemple, à l'étranger pour compléter, c'est ça? Absolument, tout à fait. Ce qu'on appelle un Master of Science, oui, tout à fait. Ok, merci. Alors, il y avait 2 questions en même temps.
Oui, désolée. Je voulais aussi vous poser une autre question. Est-ce que, par exemple, les maths complémentaires seraient prises en compte pour un double cursus avec de l'économie ou bien elles seraient plutôt un désavantage? Non, ce sera un avantage si vous avez de très bons résultats. C'est pas le temps d'avoir, c'est pas le temps en maths complémentaires que le résultat que vous aurez en maths complémentaires. Je m'explique. Si vous prenez maths complémentaires et que vous avez 6 sur 20, je vous dirais, non seulement ça ne valorisera pas votre dossier, mais très honnêtement, ça va même le plomber. En revanche, si vous avez maths complémentaires avec 16 ou 17, ah oui, ça va valoriser votre dossier, bien sûr. D'accord, merci. Du coup, j'avais une deuxième question. Moi, c'était est-ce qu'on peut en parallèle candidater pour l'IEP de Paris sur Parcoursup et après passer le concours pour les IEP de province en Madrid? Tout à fait, bien sûr. Bien sûr, ce sont des vœux différents. Vous avez le droit sur Parcoursup à 10 vœux. Donc, Paris serait un vœu et les 7 IEP de province, par exemple, seraient un deuxième vœu. Et vous en aurez encore 8 de possibles sur Parcoursup. Mais du coup, quand on a fait le vœu, il faut après passer le concours si on accepte notre vœu. Oui, alors là, vous avez pu voir que dans les IEP de province, tout dépend lesquels aussi, bien entendu, parce que certains ont des critères un petit peu différents. Certains, donc, d'abord étudier le dossier avant de savoir s'ils vous font venir pour autre chose derrière, etc. Mais en tout état de cause, si vous ne le mettez pas sur Parcoursup, vous ne pourrez pas postuler aux IEP. D'accord, merci. Bonjour, je suis en et désolé. Je vous écoute. Je suis en seconde et je voudrais demander quels sont les choix de spécialité les plus intéressants pour intégrer Sciences Po. Alors, de manière générale, celle où vous avez les meilleurs résultats. Deuxième remarque, si vous avez des bons résultats en maths, je conseillerais la spécialité maths. Et derrière, je doublerai par sciences économiques et sociales ou HGGSP, histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Et éventuellement, selon vos critères aussi, si vous avez un très bon niveau en langue, on peut remplacer par exemple HGGSP, puisqu'il y a aussi d'histoire-géographie en tronc commun, on peut remplacer cela par les spécialités avec les langues. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc alors je suis en première et Ouais. donc mes spécialités c'est maths, physique, chimie et donc histoire, géopolitique et tout. Et donc je me demandais si j'abandonne la géopolitique, est-ce que ça compromettra mon entrée ou ça plombera un peu mon dossier Alors, votre pour Sciences Po Paris? votre question est évidemment très importante et un petit peu difficile. Tout dépend des résultats que vous avez dans chacune des spécialités. C'est-à-dire que si vous avez 18 en physique-chimie et que vous avez 11 en AGGSP, il vaut mieux garder physique-chimie parce que de toute façon, le 11 déjà dévalorise un petit peu les choses. Maintenant, d'une manière générale, si vous abandonnez physique-chimie en ayant mathématiques, ça veut dire que vous tirez un trait sur toute, ou en tout cas, vous considérez que les études d'ingénierie, pour simplifier, ou scientifiques plus globalement, ne seront pas parmi vos premiers choix. Mais hormis cela, si je retire cela, le fait de retirer, il est plus logique pour faire sciences politiques de retirer physique-chimie que de retirer HGGSP. Sous réserve, encore une fois, d'avoir des notes équivalentes dans les deux matières. D'accord, merci beaucoup. Bonjour. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez forcément bien. Je vous entends très bien, pas de souci. Ok, super. Moi, j'avais juste une question par rapport au cas de réorientation. Oui. Admettons que si j'ai un bac+1 dans une filière qui n'a pas forcément de lien avec les sciences politiques et que j'envisage du coup une IUP de province comme celle de Lyon, Oui. est-ce que si du coup je dois passer par les concours du 24 avril, est-ce que si je parviens du coup à réussir ces concours, je refais ma première année en fait forcément de l'IUP en question? Absolument. Vous refaites votre première année, sauf dans les cas spécifiques où dans un IUP, on peut vous accepter en deuxième année, mais dans ce cas-là, ce n'est pas un dossier sur Parcoursup, c'est un dossier autre que Parcoursup. Sur Parcoursup, il n'y a que les dossiers pour entrer en première année. D'accord, ça marche. Ok, écoutez, je vais devoir interrompre parce que j'avais un temps limité. Donc, écoutez, je vous remercie. Donc, vous avez mes coordonnées.
N'hésitez pas à aller sur le site s'il y a d'autres questions, bien entendu, en disant que vous avez assisté. J'essaierai de répondre évidemment à un maximum de questions. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.